Alors, donc bienvenue sur ce webinaire. Donc, c'est un point d'étape sur le décret BACS et le déploiement des GTB. Donc, pour vous informer sur les dernières évolutions du décret et voilà, faire un petit retour d'établissement également, voir concrètement sur le terrain comment on peut déployer et mettre en place une GTB. Donc moi, c'est Antoine Berthaud, je suis chargé de mission transition énergétique et écologique en santé. Donc je travaille au pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. Et je vais présenter cette première partie. Et on a également Michael, je te laisse te présenter. Oui, donc Michael de Manneville, technicien au CHU de Rouen. Je suis un ancien intégrateur, donc comme j'ai vu dans le chat pour certains, et donc j'ai fait ça pendant 15 ans et ça fait 2 ans que je suis au CHU en tant que référent énergie. Là. Et donc, je suis également accompagné de Virginie et David, mes homologues du pôle énergie, qui sont, que vous voyez là aux caméras, qui pourront répondre aux questions dans le chat. Alors, quelques règles de ce webinaire. Donc, vos caméras et vos micros sont coupés. Si vous avez des questions ou des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Le chat est ouvert, vous pouvez participer librement et Virginie et David pourront répondre aux questions ou au moins les rassembler, les traiter et à la fin de chaque partie, on prendra un petit temps pour traiter vos questions. Donc le webinaire est enregistré, que vous le sachiez, et le webinaire sera rediffusé par la suite, vous sera envoyé et sera disponible sur YouTube et sur notre page internet, ainsi que le support et les slides vous seront également envoyés à la fin du webinaire. D'ailleurs, je vais vérifier si ça enregistre. Oui, ça a été démarré automatiquement, très bien. Donc au programme, je vais vous faire une rapide présentation du réseau Reset. Ensuite, on passera au cœur du sujet avec des rappels ou des informations pour certains réglementaires et techniques sur le décret BACS. On fera un petit état des lieux du déploiement des systèmes de GTB dans les établissements, dans les bâtiments. Ça, c'est pour ma partie. Et ensuite, Michael vous présentera donc des retours concrets de certains de ces établissements avec la mise en conformité donc, des établissements avec le décret BACS et voir comment fonctionne le déploiement d'une GTB et concrètement comment ça fonctionne et ce que ça peut apporter à vos établissements. Alors, donc pour présenter un petit peu le réseau RESET, donc RESET, ça signifie Réseau des établissements de santé en transition. On est un réseau qui couvre la région Bourgogne-Franche-Comté. Et on a 3 instances qui participent à ce réseau, donc qui portent ce réseau. Donc c'est le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. On a le RECA et on a BioBFC. Et on vient accompagner les établissements de santé et médico-sociaux dans toutes les thématiques du développement durable, donc, que vous pouvez voir sur le slide. Donc le pôle énergie s'occupe principalement du bâtiment et énergie, de la qualité de l'air et de l'eau. On a le RECA qui va s'occuper des soins éco-responsables, de la biodiversité des déchets, de l'impact du numérique, des achats durables et transport et mobilité durable. Et on a l'agence Bio-BFC qui s'occupe spécifiquement de l'alimentation durable. Et donc, on a le soutien et le financement de l'ARS, l'Agence régionale de santé, de l'ADEME, de l'Agence de l'eau, et on est partenaire également de la Banque des territoires et de l'ANAP. Donc, le réseau RESET, qu'est-ce qu'on peut apporter aux établissements? Donc, déjà de l'information, par exemple ce webinaire, on vient informer sur différents sujets d'actualité, sur beaucoup de thématiques. On fait une veille réglementaire et après, on vient vous la diffuser. On a des conseils, du conseil un peu plus ponctuel et ciblé sur les demandes de certains établissements. Pour vous apporter de la formation aussi, des informations un peu plus poussées et faire des vraies formations. On a de l'animation de réseau, notamment avec le réseau des CTES, des conseillers en transition énergétique et écologique en santé. On a 14 conseillers donc, qui sont dans des établissements de santé et médico-sociaux de la région, qui sont coordonnés par David. Et donc, le pôle énergie anime ce réseau.
Et on va pouvoir vous mettre également à disposition des outils tels des cahiers des charges, des retours d'expérience pour vous appuyer, pour vous aider dans vos projets. Alors, les services que peut proposer le RESET aux établissements de santé médico-sociaux en 2026. Alors, donc on retrouve toutes les thématiques. On fait beaucoup d'information et de sensibilisation. On va faire de la création d'outils, de ressources pour diffuser et pour partager à tous les établissements. Alors ensuite, pas sur toutes les thématiques, mais on va avoir de la formation ou des journées techniques. On peut faire de l'animation de groupes de travail, de communautés de pratique, de l'accompagnement collectif sur certains projets. Donc, par exemple, on a la mise à disposition d'un logiciel de suivi des consommations qui a été mis en place. Et puis après, plus ponctuellement, on peut faire de l'accompagnement individuel assez général ou plus individuel aussi sur devis, sur vraiment des thématiques un peu plus particulières et ciblées. Alors, on va attaquer le cœur du sujet avec un rappel réglementaire et un rappel technique sur le décret BACS. Bon, est-ce qu'il y a des questions jusque-là sur la présentation du réseau? Je ne pense pas. Non, c'est bon. Eh bien, on va avancer. Alors déjà, qu'est-ce qu'un BACS? Donc BACS, c'est un acronyme en anglais qui se traduit en français par un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Donc c'est un système qui permet le pilotage des installations techniques du bâtiment. Par installation technique, on entend le chauffage, la climatisation, la ventilation, l'éclairage, d'autres systèmes techniques qui peuvent venir se greffer également. Souvent, on entend parler de GTB également, donc la gestion technique des bâtiments. On parle souvent du décret BACS et l'outil qu'on va retrouver dans les bâtiments, on va parler plutôt de GTB. Alors, les puristes diront que ce n'est pas la même chose, mais globalement, les deux sont utilisés pour désigner à peu près la même chose. On va entendre parler également de GTC. La GTC, c'est un petit peu différent, c'est on va venir contrôler un seul système technique, par exemple l'électricité, et ensuite on va venir gérer tous les usages de l'électricité. C'est un petit peu différent. Là, on est vraiment GTB, même si voilà, dans l'usage courant, tout peut être un petit peu mélangé. Donc les objectifs du décret BACS, donc ça va être de venir réduire les consommations d'énergie en les maîtrisant mieux. On a un deuxième point qui est permettre d'atteindre les objectifs du décret tertiaire. Donc, derrière le décret BACS, on a un décret un peu plus général qui englobe un peu plus de choses, qui est le décret tertiaire, qui impose aux établissements de plus de 1000 m² de réduire de 40% les consommations d'énergie d'ici 2030, avec un objectif final de réduction de 60% en 2050. Donc voilà, le décret BACS et la mise en place d'une GTB, ça permet de répondre à une bonne partie de ces économies d'énergie. Et un troisième point non négligeable, c'est d'améliorer le confort et la santé des occupants des bâtiments. Un point qui est quand même à ne pas négliger non plus. Donc voilà un petit schéma qui reprend un petit peu ce qu'est un BACS. Donc en bas, on va retrouver tous les équipements et les systèmes techniques. Donc le chauffage, on va retrouver l'eau chaude sanitaire, on retrouve la ventilation, la climatisation, l'éclairage. On va retrouver la production d'énergie s'il y en a, des panneaux photovoltaïques notamment. Et on peut avoir d'autres systèmes du bâtiment, certains process un peu plus spécifiques, par exemple. Donc concrètement, sur le terrain, on va retrouver des dispositifs de mesure et d'action, donc des compteurs, des actionneurs, des détecteurs de lumière, de mouvement et des choses qui vont venir agir sur les différentes vannes, pompes ou autres. Et donc, un BACS, ça va être basé sur deux piliers. Donc, on a d'une part le suivi énergétique. Donc, on va avoir dans un premier temps un suivi des consommations ou de la production d'énergie des différents systèmes techniques. Donc, ça permet d'avoir une évolution dans le temps et voir ce que le bâtiment consomme en direct ou dans un, voilà. Oui, en direct et puis avec un peu de recul, voir si ça évolue.
Et on a un deuxième pilier, c'est la régulation, c'est-à-dire qu'on va venir piloter vraiment les systèmes techniques du bâtiment. Donc voilà, le système de gestion technique du bâtiment, donc le BACS, il va communiquer, enregistrer, traiter et agir sur l'ensemble de ces systèmes. Alors, à qui s'applique le décret? Donc, le décret, il s'applique aux bâtiments tertiaires, non résidentiels, qu'ils soient neufs ou existants. Il y a un critère de puissance d'application du décret. Donc, tous les bâtiments dont la puissance d'un système technique dépasse 290 kW sont déjà soumis au décret BACS depuis 2021 pour les bâtiments neufs et 2025 pour les bâtiments existants. Et pour les bâtiments dont un système technique dépasse 70 kW, donc dans le neuf, le décret est obligatoire depuis le 8 avril 2024. Et pour les bâtiments existants, donc initialement c'était le 1er janvier 2027, mais il y a un nouveau décret qui est paru et la nouvelle échéance est donc au 1er janvier 2030 pour mettre en conformité les bâtiments existants. Donc, un petit point aussi, c'est le propriétaire des équipements qui est assujetti à cette réglementation. Donc, si vous êtes locataire, vous pouvez faire la demande, ça n'empêche pas, mais c'est le propriétaire qui est assujetti. Et il y a également une exemption si le temps de retour sur investissement est supérieur à 10 ans. Donc, il y a une petite formule de calcul qui est détaillée dans les documents que je partagerai après. Voilà, si vraiment l'investissement est trop lourd pour des gains trop faibles, on peut être exempté. Ça permet également aussi sur des bâtiments neufs qui seraient très performants, où la mise en place d'une GTB serait finalement négligeable parce qu'il n'y aurait plus grand-chose à gagner sur la partie énergétique parce que le bâtiment est déjà très performant. À ce moment-là, on serait exempté de la mise en place d'une GTB. Alors voilà, le calendrier d'application. Donc depuis 2021 pour les bâtiments neufs et depuis 2024 pour les bâtiments existants, donc quand on a une puissance de système supérieure à 290 kW, les bâtiments doivent déjà être équipés d'une GTB. Pour tous les bâtiments neufs, hein, même supérieurs à 70 kW, et par contre, la nouvelle échéance au 1er janvier 2030, c'est vraiment pour les bâtiments équipés d'un système avec une puissance nominale utile supérieure à 70 kW. Bon, voilà, c'est cette nouvelle échéance à avoir en tête, donc 1er janvier 2030 pour les bâtiments existants. Et on parle bien du système de chauffage ou de ventilation ou de climatisation. Ce n'est pas la somme de tous, c'est un des systèmes doit dépasser le seuil. Alors, quelles sont les fonctions attendues d'une GTB? Donc, au sens du décret, la GTB, elle doit suivre, enregistrer et analyser en continu, par zone fonctionnelle, les données de production et de consommation énergétique. Elle doit ensuite les ajuster en fonction des besoins réels selon les conditions d'usage, des consignes et des optimisations possibles. Donc, les consignes, c'est, là j'insiste, c'est qu'il y a un humain qui doit renseigner les consignes quelque part. Donc, la GTB ne fait pas tout, tout n'est pas automatique et tout ne se fait pas tout seul. Il faut quand même une intervention humaine quelque part pour vérifier que les conditions réelles du bâtiment correspondent à ce qui est attendu et que les réglages qui sont effectués sur les systèmes mettent bien le bâtiment dans des conditions conformes. On a ensuite une comparaison de l'efficacité énergétique du bâtiment concerné par rapport à des valeurs de référence, donc sur des bâtiments équivalents. Donc ça permet de voir si son bâtiment est performant, bien réglé ou pas. Ça permet également de détecter les pertes d'efficacité et d'informer l'exploitant. Donc, si on voit qu'on a une dérive de consommation d'énergie, on a des alarmes qui peuvent être envoyées. Et voilà, ça permet d'être informé sur d'éventuels problèmes sur une climatisation, sur une ventilation, sur un chauffage, peu importe. On a une remontée de problèmes également. Une GTB doit être interopérable avec les différents systèmes techniques du bâtiment. Donc, ça veut dire que les différents systèmes doivent être capables de communiquer entre eux. Ça, c'est important aussi. Et
la GTB doit permettre un arrêt manuel et doit permettre la gestion autonome des systèmes. C'est-à-dire que si la GTB tombe en panne, on doit quand même être capable d'agir sur les systèmes. Donc, si la GTB tombe en panne, le chauffage, la clim et la ventilation ne doivent pas se couper. Les systèmes doivent continuer à fonctionner normalement. Alors, la réglementation BACS, elle est cadrée, donc le déploiement d'une GTB est cadré par la norme NFEN ISO 52120-1. Donc, c'est une norme technique qui décrit tous les modules, toutes les fonctions, tous les équipements qu'on va retrouver dans une GTB. Les GTB, on va les retrouver elles sont classées selon différentes classes. Donc, on a la classe D pour une GTB inefficace sur le plan énergétique. Donc là, on va avoir typiquement un radiateur équipé d'un robinet ouvert ou fermé. Voilà, c'est tout. Ça est ouvert à fond ou fermé à fond. Là, il n'y a aucune fonction de réglage. On va avoir une classe C. Donc la classe C, elle est censée répondre aux exigences réglementaires de base du décret BACS. Ça veut dire que si on a une GTB qui répond, dont l'ensemble des critères est au minimum classe C, on va être conforme au décret BACS. Une classe B, on va avoir des fonctions avancées avec des régulations un peu plus poussées et des gains énergétiques également un petit peu plus performants. Et une classe A, donc là, on va avoir une performance énergétique très élevée avec des systèmes beaucoup plus efficaces et également aussi beaucoup plus d'équipements connectés. Pour vous donner un exemple, le décret BACS va demander une régulation individuelle du chauffage par pièce. Et la norme va nous dire que l'installation d'un robinet thermostatique sur le radiateur des pièces, donc c'est les petites têtes thermostatiques de 0 à 5, ça c'est une classe C, donc on va être conforme au décret BACS. Un autre exemple, la réglementation BACS, le décret BACS va nous demander une régulation du chauffage en fonction de la température extérieure. Et la GTB va nous dire donc une régulation par loi d'eau. Ça nous donne une classe C, on va donc être conforme au décret BACS. Donc voilà, ce n'est pas forcément des choses très poussées, très évoluées. Par contre, il faut savoir que sur l'ensemble d'un bâtiment, dès qu'on va avoir une classe D, par exemple, une pièce qui ne va pas être équipée, bah, du coup, l'ensemble de la GTB va être classé en classe D. C'est la classe la plus basse qui va prépondérer. Vous pouvez retrouver sur cette slide, quand vous aurez les documents, un lien vers l'ensemble des exigences minimales des fonctions pour répondre au décret BACS. Alors, une petite partie aide financière. Donc, il faut savoir qu'il y a des fiches C2E, une fiche C2E qui existe pour aider à l'installation d'une GTB. Alors, à l'installation ou à la mise en conformité d'une GTB existante. Donc, pour ça, pour avoir droit aux aides, il faut mettre en place une GTB de classe B ou A. C'est-à-dire que la mise en conformité simple du décret BACS avec une classe C, ça ne suffit pas. Il faut aller sur des systèmes un peu plus performants. On peut améliorer une GTB existante si elle est au mieux de classe C avant l'opération. Donc, je l'ai dit, les classes, elles sont déterminées selon la norme ISO 52120-1. Et les opérations, elles doivent être engagées avant le 1er janvier 2030, donc au plus tard en 2029. Donc, les aides couvrent encore jusqu'en 2029. Donc, il y a un petit peu de temps. Hein, les aides sont alignées avec l'échéance du décret. Par contre, une fois passée cette date, il faut s'attendre à ce que les aides s'arrêtent et en plus, vous ne serez plus conforme il y aura beaucoup de bâtiments qui se retrouveront non conformes au décret. Alors, pour aller plus loin, donc ça, vous aurez tous les liens qui devraient marcher quand vous aurez la présentation qui vous sera envoyée par mail. Donc, un lien vers notre site internet et la boîte à outils où vous retrouverez le guide ANAP qui est très bien fait, qui explique également qui synthétise tout le détail sur le décret BACS. On vous met à disposition également une note de consultation pour la réalisation d'une mission d'AMO BACS. Donc, si vous voulez vous lancer, vous aurez une petite note pour vous aider. Vous retrouverez le guide d'application du décret BACS donc sur le
gouvernement là, vous retrouvez tous les détails dedans. Je vous ai mis la fiche pour les C2E, la fiche BAT-TH 116. Sur le site du gouvernement également, vous retrouverez toute une forêt aux questions avec voilà, est-ce que vous êtes assujetti avec le périmètre et les responsabilités des personnes assujetties aux décrets BACS. Le détail du calcul du temps de retour sur investissement pour savoir si vous pouvez être exempté ou pas. Et également le détail de tous les systèmes techniques. Est-ce qu'on doit tous les prendre en compte? Lesquels peuvent être mis de côté? Comment les considérer? Et ainsi de suite. Vous avez également un décryptage par le CEREMA, qui est aussi très détaillé et basé sur des exemples un peu plus concrets du terrain. Et une boîte à outils de nos collègues de la MAPES en Pays de Loire pour réaliser un état des lieux et un zoning. Donc ça, c'est un peu avant-projet pour vous aider à faire votre état des lieux de vos systèmes. Alors, on va prendre un premier temps de questions et de réponses, s'il y en a. Alors, on a une question. Oui. Tu la vois, Antoine, peut-être, je ne sais pas. Alors, attends, je ne vais pas dérouler jusqu'en bas. Sur quelle base peut-on justifier les consos dans un calcul TRI supérieur à 10 ans? Alors là, c'est pareil, je ne suis pas allé dans le détail sur ces questions-là. Ça dépend aussi du neuf ou de l'existant. Alors déjà, on peut calculer le TRI par système technique. Il faut savoir, sur de l'existant, on peut se baser que sur le chauffage, que sur la clim, que sur la ventilation. Déjà, ça permet d'enlever quelques systèmes techniques. Par exemple, voilà, sur l'éclairage, des fois, il n'y a pas grand-chose à gagner. Du coup, on n'est pas obligé de l'inclure dans la GTB. Et le calcul, il est assez simple. Je crois que c'est sur les 2 dernières années. On regarde quels sont le coût de l'investissement ramené au gain d'énergie qu'on aurait généré en installant une GTB. Et donc, si c'est supérieur à 10 ans, on est exempté. Mais je crois qu'il n'y a pas besoin de STD. C'est plus simple que ça. Alors, il faut quand même que ce soit fait par un bureau d'études, que ce soit un petit peu cadré, mais il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées. Il n'y a pas besoin de faire une étude STD, ça va beaucoup trop loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut peut-être ajouter je me permets, sur le calcul du TRI, alors vous l'avez bien décrit dans le guide d'application de la réglementation, il y a une notion effectivement de forfait de 15% sur les gains qui sont pris de base. On considère que c'est quand même plutôt pas mal de faire un audit énergétique de bâtiments, dans tous les cas, enfin de bâtiments de système, qui permet d'affiner quand même ces calculs de gains, et puis aussi que les consommations soient bien traitées par le bureau d'études. Donc, honnêtement, vu le coût d'un BACS, quelques jours de mission de bureau d'études, je pense que ça s'intègre en tout cas complètement pour ces projets-là. Puis effectivement, il y a une notion neuf ou réno où effectivement certains systèmes sont d'office, doivent être intégrés si on a un intérêt inférieur à 10 ans pour le neuf. Sur la réno, c'est effectivement plus élément par élément, quoi, en fait, que ça sera bien traité. Et ça, effectivement, il faut un bureau d'études. Pour le qualifier, c'est plus compliqué à un niveau technicien ou sur site pour avoir tous ces éléments-là et pouvoir faire des simulations. Les contrôles. Oui. Quid des contrôles après 2030? Amende. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de contrôles qui sont mis en place, clairement. Après, c'est des questions qui, enfin voilà, si vous suivez un petit peu les évolutions réglementaires, il y a quand même régulièrement des décrets qui paraissent sur différents sujets. On n'est pas à l'abri que, voilà, dans 6 mois, dans 1 an, il y a alors soit un décret qui paraît, soit un changement de gouvernement, des changements de politique au sein de l'ADREAL ou des instances de surveillance qui se disent ah ben maintenant on va commencer à contrôler. Ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Les contrôles peuvent arriver vite. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Par contre, voilà, il n'y a pas d'amende non plus, mais
je dirais que la sanction, elle est financière parce que il y a quand même des gains d'énergie qui sont à réaliser avec des taux de retour, des temps de retour sur investissement qui sont, allez, en moyenne, on va dire 5-6 ans. Donc, il y a quand même des vrais gains sur les consommations d'énergie, sur le confort à réaliser, plutôt que d'attendre le dernier moment pour installer une GTB. Voilà. Alors, après 2030, c'est très loin, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'amende. On a eu le cas d'un établissement qui a été contrôlé, mais c'était plus dans le cadre de la norme ISO 50001, où là, vraiment dans la norme, ils ont une obligation de suivi des consommations énergétiques, et donc ils viennent contrôler la GTB. Mais on est hors du cadre du décret max simple. Okay, après, si vous avez des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à les mettre, on y répondra plus tard, il n'y a pas de problème. On va passer à l'étape suivante, donc l'état du déploiement des systèmes de GTB. Donc, un petit rappel sur le calendrier. On était censé avoir tous les bâtiments neufs équipés et tous les bâtiments existants au 1er janvier 2027 dans la première version du décret. Et on va voir qu'est-ce qu'il en est réellement sur le terrain. Donc, on a le GIMELEC, qui est le groupement des entreprises de la filière électronumérique qui fait un observatoire des BACS chaque année. Donc, c'est un groupement d'entreprises qui va représenter les intégrateurs et les fabricants. Donc, on va retrouver Schneider, Siemens et autres équivalents pour ne pas les nommer. Et dans cette étude, ils ont mis en avant que 16% seulement des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² sont équipés. Alors, on parle de l'ensemble des bâtiments tertiaires. On va avoir le commerce, on va avoir les bâtiments d'enseignement. Voilà, on est hors du domaine uniquement de la santé. Mais voilà, on voit quand même qu'on a un taux assez faible de bâtiments qui sont équipés. Et en un an, il y a eu une augmentation de 1% seulement de bâtiments équipés. Donc, c'est franchement pas beaucoup. Dans le secteur de la santé, on est quand même à un taux d'équipement de 39%, donc c'est plutôt bien. Je pense que ça s'explique avec le petit graphe que vous pouvez voir, c'est que les gros bâtiments, donc de plus de 20 000 m², sont quand même beaucoup équipés. Et dans le secteur de la santé, on va retrouver pas mal de centres hospitaliers qui vont être des bâtiments assez gros, avec aussi on va avoir des plateaux techniques, on va avoir des process qui vont être assez consommateurs. C'est des bâtiments qui fonctionnent jour et nuit. Donc, le gain aussi, le gain énergétique est un peu plus évident sur ce type de bâtiment. Et donc, il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas attendu le décret max pour installer une GTB dans leurs établissements. Après, sur des petits établissements, et notamment sur du médico-social ou autre, on voit que quand on est en dessous de 10 000 m², alors là, on est sur des taux d'équipement entre 10 et 20%. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et donc, ce groupement d'entreprises estime qu'il faut installer 100 000 BACS d'ici 2030 pour que la moitié des bâtiments tertiaires soient en conformité. Donc, en tout, il y aurait 200 000 bâtiments à équiper. Et voilà, si on arrive déjà à 100 000 en 2030, c'est déjà une grosse augmentation par rapport au rythme actuel. Et on n'obtiendrait que, entre guillemets, 50% des bâtiments en conformité. Alors, sur le déploiement des BACS, il constate également que les systèmes sont souvent sous-exploités. Donc déjà, on voit qu'il y a beaucoup d'établissements qui ne sont pas équipés. Et dans ceux qui sont équipés, il y en a à peu près la moitié qui vont être pas ou mal exploités. C'est-à-dire que personne n'est là pour suivre les consommations, pour s'occuper ou pour comprendre le système, faire les réglages, faire la maintenance. Et donc, la moitié ne sont vraiment pas utiles ou pas exploités correctement. On constate donc un manque d'organisation, de responsabilisation dédiée, de compétences et de moyens humains en général, notamment sur les petits établissements, évidemment, qui ne vont pas forcément avoir de services techniques et de personnes dédiées. On a également le commissionnement qui n'est pas systématisé. Donc, le commissionnement, ça va englober tout ce qui va être déjà la phase d'avant-projet, à bien expliciter ses besoins,
faire une mise en service avec de la formation, avec des réglages aussi, parce que mettre en service un système comme ça, c'est pas juste qu'il soit opérationnel, il faut qu'il réponde aux besoins et qu'il soit réglé correctement. On va avoir la définition d'objectifs de performance. Voilà, c'est tout ce partenariat entre l'intégrateur et la partie projet technique et l'usager final qui souvent n'est pas fait. C'est-à-dire que voilà, la GTB elle va être installée, mais derrière, personne n'est là pour la suivre. Et on voit également la maintenance erratique. Donc, il y a un problème de maintenance. Alors là, plutôt technique, on n'est pas sur l'usager, mais voilà, des systèmes qui sont un peu laissés à la dérive. À savoir que le décret BACS, il demande une inspection 2 ans après l'installation ou le remplacement d'un BACS ou d'un des systèmes techniques. Et ensuite, on a tous les 5 ans une inspection qui doit être réalisée sur la maintenance des systèmes. Donc attention aux moyens humains, on parle de systèmes automatisés. Il faut quand même des gens qui soient derrière pour suivre aussi bien les consommations d'énergie que être capable de faire un peu de maintenance technique et de réglage. On a également des systèmes qui sont choisis à minima. Alors ça, je pense que c'était un petit peu vrai dans le passé avec des classes C les plus répandues. Je pense que c'est notamment dû aux bâtiments qui ont installé des GTB avant que le décret BACS soit publié. Comme il n'y avait pas d'exigence, on faisait le minimum, c'était un peu normal. Donc, la moitié des GTB ne sont que classe C, entre guillemets. On a les BACS les plus anciens qui ne vont pas être interopérables, c'est-à-dire que les systèmes techniques ne vont pas être capables de communiquer entre eux ou de remonter correctement les informations. Et on a beaucoup de systèmes qui ne sont pas connectés. Ça, c'est pareil, ça va être les systèmes les plus anciens. On a dit une question d'Aurélie Delaunay de la Nièvre. Antoine, l'inspection doit être réalisée par qui? Par un organisme agréé, par exemple? Oui, alors là, je crois que c'est les bureaux de contrôle qui sont capables de faire ça, des bureaux Veritas, des gens comme ça, oui, qui viennent vérifier. Mais c'est pareil, c'est encore c'est peu fait, hein. C'est peu fait. Pas d'autres questions. On va pouvoir passer à la suite. Oui, juste peut-être pour compléter, parce que c'est vrai qu'on peut un œil sur le guide d'application en même temps, parce qu'on ne connaît pas encore tout par cœur, mais oui, il y a un arrêté du 7 avril 2023 qui précise justement les modalités de réalisation d'inspection, donc c'est quand même bien cadré. Et donc voilà, c'est sur cette base-là que vous pouvez aussi consulter des professionnels, bien sûr, pour réaliser vos contrôles. Il y a beaucoup de précisions, en fait, hein, on voit dans ce guide. Et on attend aussi les premiers retours d'expérience en Bourgogne-Franche-Comté. On n'a pas vocation de faire des listes de tout et pour tout type de prestations, mais c'est vrai que ça nous permettra aussi, avec les premières installations, de pouvoir identifier les acteurs, hein, du domaine et de voir justement vérifier les missions réalisées et aussi pour nous, on reste dans un principe de confidentialité, mais de voir aussi des premiers rendus. Voilà. Alors, une autre question, je vois le frein principal au déploiement. Est-ce qu'il est financier ou trop technique? Alors, financier, je ne pense pas, parce qu'on se rend compte qu'on a des taux de retour sur investissement à 5-6 ans. Alors, bien sûr, ça va dépendre de plein de choses, hein, mais on a quand même des taux de retour qui sont plutôt intéressants. Surtout où maintenant, on a le décret tertiaire, donc qui vient englober un peu le décret BACS si on a des obligations de réduction des consommations d'énergie. Donc, dans ce cadre-là, c'est quand même intéressant. Après, je pense que c'est même pas trop technique, c'est surtout de la méconnaissance des sujets, notamment sur les petits établissements, hein. Ils ne sont pas forcément au courant de cette réglementation et ils n'ont pas forcément non plus les compétences pour aller étudier des projets comme ça. Leur dire que c'est trop technique, pas forcément, c'est juste que s'il n'y a pas d'équipe technique ou de personnes un petit peu formées sur ces sujets-là, effectivement, ça peut devenir un petit peu abstrait et un petit peu technique.
c'est pas forcément très compliqué, mais c'est vrai que ça peut faire un peu peur à appréhender si on n'a pas du personnel. Ce que je disais, hein, il faut du personnel pour gérer, que ce soit en avant-projet ou après sur le suivi du système. Après, je pense que Michael vous fera peut-être aussi part de son expérience personnelle. Je ne sais pas si je veux compléter. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a, au niveau technique ou financier, je pense qu'il y a pas forcément une sous-estimation, mais une mésestimation de l'intérêt et des conséquences positives qu'il y a à utiliser une GTB ou un BAX, hein, peu importe. Mais étant donné qu'on n'est pas forcément tous sachants, on n'a pas forcément une estimation réelle des bénéfices qui peuvent nous être apportés par ce genre de solution. Et dernière question, pouvez-vous préciser sur le chat le décret de cadrage de l'inspection? C'est toujours sur le même, hein, c'est toujours le décret BAX qui vient nous parler de d'abord une mise en conformité et ensuite une vérification de la conformité périodique. C'est toujours le même décret BAX. Alors, oui, un petit point aussi, je vois que l'inspection peut faire peur, mais il ne faut pas aborder la GTB ou le décret BAX par l'aspect sanction et qu'est-ce qu'on risque si on ne fait pas l'inspection correcte. Je pense que ce n'est pas le bon angle d'attaque, il faut vraiment voir l'aspect gain énergétique, gain de confort et l'usage du bâtiment, en fait. C'est ce que vient de dire Michael, c'est qu'on a une mauvaise appréhension, une mauvaise connaissance de ce que vraiment, de ce que peut apporter une GTB dans un bâtiment. Si vous mettez en place une GTB et qu'elle est bien suivie, l'inspection, après, c'est juste un petit point qu'il ne faut pas oublier, un petit point réglementaire à ne pas oublier, mais c'est presque anecdotique, je dirais. Alors, un outil de saisie hors fabricant automatisme est-il développé? Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que tu en parleras peut-être, Mickaël. On parle peut-être de GTB Lite ou de suivi de consommation énergétique simple, entre guillemets, qui peuvent s'intégrer dans le cadre du décret BAX. Ouais, je ne pas trop cette question sinon. Ouais, je ne suis pas sûr d'avoir saisi le sens de la question. Merci David. Il a mis le lien sur les modalités d'inspection. Voilà. Après, dans les slides, je vous ai mis tous les liens. Ça pourra répondre à beaucoup de questions. Vous avez tous les liens qui répondent à tous les détails techniques, réglementaires, beaucoup de choses. Alors, saisie des différents items ligne par ligne du décret. Je pense que tu vas détailler un peu ce point-là, Michael, par la suite, je pense, en montrant les systèmes GTB. Si besoin, Antoine, on peut aussi peut-être activer le micro juste pour cette question, peut-être pour préciser, pour Benoît Maillot, et voir effectivement si la réponse pourrait être traitée juste après. Ouais, alors, je sais pas si vous pouvez le faire. Un peu spécifique pour être bien sûr de comprendre effectivement les items que vous souhaitez. Je vais essayer de faire ça. Tac. Ça vous donne le micro. Pour être certain de bien comprendre la question. Maillot, normalement, vous avez la possibilité de parler. Bonjour. Bonjour, merci. Ouais, en fait, les outils, les fabricants développent des tableurs Excel, on va dire, de saisie de toutes les lignes par poste du décret BAX. Est-ce qu'il y a un outil finalement hors fabricant qui est développé pour synthétiser un peu les différents thèmes et puis du coup aboutir à un résultat classe C, classe B, classe A éventuellement? Est-ce qu'on a un outil de saisie simplifié, on va dire, pour... Alors, l'outil n'existe pas vraiment, mais il y a les GTB doivent répondre à une norme pour être classés, et il y a tout un listing qui est fait dans cette norme qui doit être public, je crois. En tout cas, ces tableaux-là sont publics et imprimables.
et on est capable de lister la case à cocher, et c'est ce que les bureaux de contrôle utilisent pour valider la conformité à la norme EN des GTB. C'est une norme, donc il y a des éléments qui sont publics, il y a des éléments qui sont payants, mais voilà, il y a, en fonction de toutes les cases à cocher, de toute la liste des métier par métier, que ce soit chauffage, électricité, éclairage, production d'eau glacée, etc. Tout est listé. Et en fonction des colonnes, on voit si on est conforme ou non conforme à une classe A, une classe B, une classe C ou classe D, et donc à quelle classe on va répondre en fonction de tous ces critères. Ok, donc aujourd'hui, il n'y a pas d'outil spécifique sur votre site, quelque part, pour Pas à ma connaissance. mettre en forme Mais, ce tableau de normes, on va dire. non, je n'ai vu que des bureaux d'études, des bureaux de contrôle utiliser ce genre de documents pour l'instant. Ok, merci. Oui, ça peut aider à l'analyse des systèmes, et c'est plus dans le cas d'une mission d'audit, finalement, entre guillemets, de vos installations, vos équipements en chaufferie et puis dans les bâtiments. Et c'est pour ça qu'on recommande souvent de passer par un BE qui peut déjà faire ce travail préalable. Pour trouver d'ailleurs une mission, les cadrages de ce type de mission, on a élaboré il y a peut-être 2-3 ans déjà, un cahier des charges justement de consultation de bureaux d'études pour faire ce travail d'analyse. À part si vous le faites vous en interne, donc vous pouvez aussi vous inspirer de ce qu'on a décrit, mais on n'a pas établi le tableau type équipement par équipement, etc. Et puis Antoine, tu indiquais une ressource dans les précédentes diapos. On retrouve justement un document assez détaillé sur les équipements de chauffage, justement de ventilation, etc. Je ne sais pas si tu peux en parler rapidement, Antoine, mais on pourra mettre le lien dans le chat, mais qui aussi précise quand même, parce qu'on avait le souci aussi des décrets, normes, avec quelques bureaux d'études, on a eu des débats à un moment donné, donc ce qui est prévu par la norme ne correspond pas complètement à 100% aussi au décret, donc ouais, il y a aussi cette vérification-là à faire, réglementaire. Ouais. Alors oui, il y a tous les liens. Alors je sais plus. C'était un petit peu plus haut sur une autre diapo où il y avait la liste des équipements concernés par le BAX. Mais ça, on pourra ouais, voilà, la liste des exigences minimales des fonctions de régulation. Voilà. Donc là, cliquant sur ce lien, ça renvoie vers un document. C'est un point doc qui reprend la liste des exigences minimales. Alors, il n'y a pas tout le détail. Ça ne dit pas est-ce que c'est chaque poste va être A, B ou C. On a vraiment que l'exigence minimale. Oui, c'est ça. Il n'y a pas la classe en face, quoi. C'est sûr qu'on ne coche pas, là je suis A, B ou C, quoi, c'est sûr, ou D. Mais c'est déjà, ça dégrossit pas mal. Voilà. Au moins pour le minimum. Merci. Ok, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la suite. Michael, je vais te laisser prendre la main. Yes. Donc, on va parler de 3 situations différentes, 3 établissements de taille différentes. Tac. Donc, il y a en premier lieu un petit point de la stratégie à adopter. Évidemment, en fonction de la taille de l'établissement, de la structure, on ne va pas avoir besoin des mêmes choses, les coûts d'investissement ne sont pas les mêmes, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes générations de bâtiments, donc tout ça, ça va avoir une conséquence sur le coût à l'investissement. Les compétences internes et les disponibilités, on n'a pas tous des services techniques, des fois c'est sous-traité, on va avoir des responsables de services généraux qui vont être au four et au moulin, qui vont gérer les RH, qui vont gérer un jour le linge, et donc qui vont pas être à 100% sur la GTB. Et les budgets, on a tous des situations qui sont parfois compliquées, que ce soit dans le privé, dans le public, c'est forcément un frein, en tout cas si on garde à court terme. Et on a parlé des différentes solutions, donc il y a la GTB, donc comme on l'a précisé, c'est plutôt multimétier. Une GTC, ça va être monométier ou périmètre plus restreint.
et les GTB Lite qui vont être souvent sur le cloud, qui vont être interopérables et conformes avec la norme EN 52-120. Parce que grâce à l'IoT, grâce à l'interopérabilité et la facilité d'installation, on peut répondre très très vite au Decremax. Et après, en autre atout, parce qu'on parle de Decremax, donc on parle de mesure des énergies, des consommations d'énergie. On peut s'équiper également d'un logiciel de suivi énergétique qui va être en plus d'Opérate, pour ceux qui connaissent, qui va nous permettre de suivre au fil de l'eau les consommations et l'impact des actions réalisées. Donc ma situation, hein, donc le CHU de Rouen, c'est 300 000 m², un peu plus même. On a un pôle énergie constitué de 3 personnes. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a de la GTB. Le choix avait été fait d'être avec du matériel Siemens parce que les compétences ont été développées en interne. Le fait d'être monomarque permet d'être réactif et autonome. Aujourd'hui, c'est plus de 50 000 points qui sont intégrés sur notre GTB. Donc avec des alarmes qui sont affichées au PC sécurité, avec des envois par mail aux différents cadres de chaque service quand ils sont d'astreinte, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça permet de veiller à tout le matériel précieux, que ce soit les médicaments qui sont stockés dans les chambres froides ou les congélateurs. Donc voilà, on a une réactivité qui est différente grâce à ça, et une autonomie de tous les services de soins et des services d'hygiène aussi, qui ont accès aux pressions des salles, au débit des CTA, qui sont alertés s'il y a une mise à l'arrêt d'un bloc opératoire, etc. Et depuis 2023, donc un logiciel de suivi énergétique. On est certifié ISO 50001, donc c'est notre meilleur outil. Avant, on était avec des tableaux Excel. Et aujourd'hui, donc beaucoup d'automatisation sur le suivi énergétique. Voilà, on a différents ateliers, on a différentes compétences, on a une partie qui est sous-traitée pour l'exploitation du chauffage. C'est une entreprise privée qui fait la maintenance. Ils ont accès à notre GTB, ils ont de la télégestion qui est disponible. Et donc, ils reçoivent aussi les alertes pour les astreintes. Deuxième cas, la maternité du Belvédère à Mont-Saint-Aignan. Donc, c'est un établissement du GHT, donc c'est aussi pour ça que je l'ai en suivi. Aujourd'hui, la maintenance et de l'électricité, la maintenance du chauffage sont faites par 2 entreprises différentes. Il y a une GTC qui avait été installée en 2017 pendant l'extension du centre pour les blocs opératoires, les salles de naissance. Il y a de la télégestion pour les installations de chauffage. Et pour le coup, toutes les alertes sont envoyées en temps réel. La mise au point est faite à distance. Donc, s'il y a des problèmes de chauffage, ça peut arriver. Les entreprises peuvent faire le pré-diagnostic à distance. Et depuis 2024, ils sont changés de GTC parce que l'entreprise qui est en charge du contrat de maintenance électricité devait mettre en conformité avec le décret BAX et donc a installé, pour ceux qui connaissent, Panorama de chez Codra, donc une entreprise française qui a installé ça. Donc voilà, c'est basique, ils sont en classe C, pour le moment ils répondent à une classe C, donc ils sont conformes au décret BAX. C'est la maintenance de base qui est réalisée. On répond à la maintenance des sous-stations uniquement et des tableaux électriques. On ne va pas aller chercher le pilotage de l'éclairage pièce par pièce. On ne va pas piloter le chauffage pièce par pièce. On n'a pas de tête thermostatique connectée forcément. Mais en tout cas, rien qu'avec ça, il y a eu beaucoup moins de plaintes des occupants, des patients dans le centre hospitalier. Et là, ils sont convaincus que peut-être changer de classe en fonction des investissements et du budget, ça peut être un intérêt, surtout si
on arrive à améliorer l'équilibrage des installations avec les têtes connectées. Et le troisième exemple, c'est le CH de Gournay qui n'était pas conforme, qui n'avait strictement rien du tout, à part des régulateurs autonomes, qui dataient des années 90, je crois, de mémoire. Il y avait un peu de tout, en fonction des réhabilitations, en fonction des travaux et des pannes qui avaient pu survenir. Donc c'était très éclectique. Il y avait de tout et de rien. Il y avait surtout pas de mise en réseau. Il y avait des sous-stations qui étaient à droite à gauche, une chaufferie centralisée, mais rien n'était connecté entre eux. Donc qu'il fasse beau, chaud ou pas, tout partait dans les sous-stations avec des réseaux constants. Donc l'apparition du décret BACS et la mise en contact avec des entreprises du RESA les a motivés à se renseigner et ils nous ont demandé un appui pour valider tout ça. Donc en 2024, l'entreprise est venue et a réalisé son audit. Donc c'est Wissons pour la cité qui est au RESA. Donc ils ont fait l'audit, l'étude et la réalisation pour passer en classe A directement. Donc tout grâce à l'interopérabilité de toutes les installations et du matériel qu'ils ont trouvé. C'est du multimarque, mais tout fonctionne très bien. On a du FIN pour la partie GTB, il y a du Régin pour la régulation des locaux techniques, que ce soit les CTA ou les sous-stations. Il y a des compteurs d'énergie électrique qui ont été installés dans les tableaux. Et tous les radiateurs sont connectés à leur GTB. On la considère comme une GTB Lite parce que c'est beaucoup d'IoT. Donc Internet de l'objet. Et donc Thermozyklus pour la régulation des radiateurs. Ils sont 100% équipés. Donc ils ont la température de chaque pièce. En fonction de la température et de la consigne mesurée, eh bien, ça va agir sur la régulation des sous-stations. Donc on est sur du prédictif aussi parce que la GTB est basée sur le cloud. Et donc il y a un peu d'intelligence artificielle qui fonctionne derrière tout ça pour faire de l'adaptation des courbes de chauffe en temps réel. Et le devis brut, il était à 100 000 € à peu près. J'arrondis à la centaine d'euros inférieure. Mais avec les C2E, on en a parlé au début, ça a fait un abaissement de 45 000 €. Donc un coût total de l'installation pour une mise en conformité d'un bâtiment de 7 000 mètres, d'un site de 7 000 mètres carrés à peu près. Donc 55 000 €, avec des gains estimés à 30% d'énergie sur les 2 premières années. Et donc ça va nous donner un temps de retour estimé à un peu plus de 2 ans. Et des alertes par mail, des alertes qui sont faites aussi sur les smartphones, parce qu'il peut y avoir une application qui est disponible. Et il y a un contrat de maintenance qui est fait par la société, donc pour le suivi et la garantie, puisqu'on parle de tête c'est du sans fil, donc ça reste une sensibilité. Ça demande pas mal de surveillance au début et il y aura la maintenance aussi sur les piles à assurer. Donc voilà, c'est 3 mois de travaux à peu près. C'est, donc je l'ai dit, 55 000 €. C'est l'entreprise qui a été porteuse des C2E. Le CH n'a pas avancé tous les 100 000 € pour se faire rembourser. C'est l'entreprise qui a été porteuse. Donc ça permet aux établissements de répondre à tout ça. Et je vais vous présenter des captures d'écran qui sont faites par Wissens sur la GTC qu'ils ont. Tac. Attends, juste une seconde, on a 2 questions avant peut-être de passer sur le partage. Déjà, j'ai juste mis un petit point, tu mentionnais le RESA, je ne sais pas si tout le monde sait, c'est des centrales d'achat. Oui. Alors le RESA, c'est spécifique au secteur hospitalier, mais c'est vrai que souvent les centrales d'achat proposent des prestations techniques sur des CREBAC, sur d'autres sujets. C'est des personnes aussi sur lesquelles on peut s'appuyer. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous faire accompagner, en tout cas dans un premier temps, par un bureau d'études. Si vous avez un exploitant du chauffage, ils ont forcément des
personnes en interne qui sont là pour vous conseiller. Le BE peut avoir un intérêt, c'est si vous voulez passer sur du multimétier en fonction de votre établissement. Vous allez peut-être devoir répondre au décret BACS d'une différente façon que le CH de Gournay, qui s'est concentré essentiellement sur le chauffage, avec un petit peu de comptage élec, mais voilà, c'est vraiment à la carte. Le BE a une valeur ajoutée quand même. Ça a un coût, mais sur le long terme, c'est assez facile à amortir, si c'est bien anticipé. Et puis ça peut aider on a quand même, le BE peut faire cet audit de façon aussi relativement indépendante, neutre, sans forcément avoir aussi eu l'exploitation des installations et pouvoir potentiellement orienter, hein, même sans forcément toujours avoir cette vision négative de l'exploitant qui fait un peu comme il veut, mais sur le terrain où ça se vérifie quand même de temps en temps. Donc c'est vrai que ça peut être rassurant d'avoir un tiers de confiance qui fait la partie analyse, état des lieux et aide à monter une consultation où vous pouvez justement consulter votre exploitant actuel, mais aussi d'autres. Voilà. Parce qu'il peut y avoir des approches aussi techniques de mise en œuvre qui peuvent être intéressantes à étudier. Donc, alors, tu parlais de 55 000 euros, mais on est rapidement sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une journée de BE, 1 000 euros, en moyenne 800 à 1 000 euros. Bon, si vous missionnez quelques jours, ça peut être quand même hyper intéressant et rassurant dans cette démarche, quoi. Voilà. C'est pour moi un bon investissement quand même. Oui, c'est pas négligeable, hein. Et tu parles de neutralité, c'est vrai que c'est un point important. Et il y a forcément des biais. Les personnes qui vont intervenir quand ils sont exploitants, ils connaissent les installations, ils connaissent parfois depuis plusieurs années. Ils ont des a priori et ils vont pas forcément aller chercher tout sur la ventilation. Ils vont pas forcément voir le remplacement de toutes les installations, ou alors ils vont dire qu'il faut remplacer, alors que peut-être juste moderniser, ça peut être suffisant. Donc voilà, c'est le relamping, le revamping ont des intérêts aussi qui sont pas conseillés par tout le monde. Au niveau du coût annuel de la maintenance, on était sur une base de 7 000 euros, je crois, de mémoire. Aujourd'hui, sur l'année 2024, ils ont baissé les consommations de 25%, alors que la GTB avait été installée en cours d'année 2024. Juste l'année 2025, c'était 25% à peu près d'économie. Quand on connaît le coût des énergies, réduire d'un quart en un an les consommations, ça vaut largement la maintenance. Et pour les robinets thermostatiques, c'était du Thermozycluse. Donc c'est une entreprise qui est très réactive sur le sol français. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Il y en a qui fonctionnent sans fil, sans pile, c'est en train de se démocratiser. Ça a un intérêt aussi, parce que les piles vont avoir une durée de vie entre 5 et 10 ans estimée. S'il n'y a pas de piles, c'est peut-être plus intéressant, mais on a peu de retours sur ça. L'effet Pelletier, pour ceux qui le connaissent, c'est du matériel qui est tout neuf, qui commence à se démocratiser un peu en Allemagne. On n'a pas encore de retour sur l'expérience en France là-dessus. Je vais changer d'écran pour le partage. Il y a une petite question aussi. Il y a 5 minutes dans le question-réponse. Alors, pas dans le chat. Il y a une question, on va dire, en parallèle. Je ne sais pas si... Alors, je ne l'ai pas vu. Repéré. Sur le site Belvédère, est-ce qu'une GTC ou une GTB classe C, car vous avez dit que ça répond au décret BACS? Oui, c'est une GTB de classe C actuellement. Et le développement du panorama dans l'année 2027, parce que on a mis un frein pour cette année, ça va être l'objectif est de passer en classe B. Ils n'ont pas suffisamment de personnes sur site pour exploiter une GTB de classe A, qui est vraiment qui a un surcoût non négligeable, même s'il y a plus d'aide et qu'on peut bonifier les C2E. Il n'y a pas assez de compétences sur place pour
pour assumer une GTB de classe A. Oui, c'est un point intéressant parce qu'on dit que la mise en conformité du décret BACS, c'est une classe C minimale. Après, il faut voir ce qui est capable avec les équipes techniques sur place aussi. Est-ce qu'ils peuvent aller sur une classe B? Pourquoi pas? Après, le trop est l'ennemi du bien, quoi. Si on veut faire trop bien, mais qu'on ne peut pas suivre humainement derrière, c'est pas la peine. Voilà. Donc, il y a l'exigence minimale du décret. Après, il y a l'exigence minimale de ce que l'établissement est en mesure de faire techniquement et avec les équipes sur place. Et voilà. Après, si on veut aller sur de la classe A, oui, ça va être des structures qui vont être bien staffées au niveau technique et sur des établissements qui vont être déjà assez importants. Exactement. Tac, je reprends le partage. C'est bien celui-ci. Donc ça, c'est des captures d'écran qui sont faites par Fin Framework, donc la GTB qui est installée par WeSense. Donc c'est basique, c'est très simple, très light, mais au moins on a la situation de l'établissement par rapport à l'étiquette énergétique, les consommations d'énergie ou les économies d'énergie réalisées, l'empreinte carbone. Aujourd'hui, on nous demande de suivre tout ça de plus en plus et ça fait partie des exigences du décret BACS d'avoir ce genre d'être capable de donner les réponses sur les consommations enfin les émissions de carbone, pardon, et les économies d'énergie réalisées. On voit l'évolution mois par mois ou année par année. On voit si on est capable de connecter s'il y a de la production solaire, parce que c'est pareil, les établissements sont de plus en plus assujettis à de la production d'énergie renouvelable, que ce soit solaire ou non, mais voilà, on y est soumis. Les consommations d'énergie mensuelles, quotidiennes, annuelles, et depuis l'installation du BACS. Et là, c'est centré sur l'énergie gaz et électricité. Donc, quand on est capable de dire qu'on a 75% de consommation d'électricité, bah, ça veut dire que c'est l'énergie significative sur laquelle il faut peut-être agir, mais le gaz, qui est le principal générateur principale source d'émissions de CO2, bah, ça permet de faire des suivis. C'est assez light, c'est très simple. C'est accessible au plus grand nombre et c'est ce qui va faire la différence aussi sur une conformité et votre cible de GTB à atteindre. Là, j'avais ouvert la page de thermocycluse. Donc voilà, c'est des vannes comme ça qui ont été installées, des moteurs de vannes comme ça qui ont été installés sur l'établissement. Là, on a cité des marques, mais voilà, il y en a plein qui font Thermocon, que ce soit Danfoss en fait aussi, Oventrop en fait aussi, voilà, il y en a plein. Ils ont chacun leurs avantages, il y en a très peu qui ont d'inconvénients, ça va être comparé les coûts à chaque fois, mais dans tous les cas, c'est faire attention à l'installation. On parle de sans fil, donc il faut de la couverture. Il faut une étude de couverture qui est faite souvent par les fabricants de façon gratuite, hein, parce qu'ils veulent vendre leur matériel. Donc ça, c'est une étude à faire, mais qui n'est pas forcément à budgéter, en tout cas qui se négocie. Et là, je peux faire un petit passage sur notre GTB. Donc voilà, nous, aujourd'hui, le CHU de Rouen, c'est Charles Nicolle, donc en centre-ville, avec des bâtiments qui sont juste à côté sur le campus universitaire. On a en plus de ça 6 sites diffus, donc une EHPAD du USLD à Wassel, une plateforme logistique, l'hôpital de Saint-Julien à Petit-Quevilly, encore un EHPAD du USLD à Mont-Saint-Aignan et un centre hospitalier aussi à Bois-Guillaume qui fait un peu tout, la rééducation, SSR, etc. On a une seule GTB pour tout l'ensemble de nos bâtiments et mètres carrés. On suit les fluides médicaux, on suit l'électricité, le chauffage, la ventilation. La ventilation, c'est jusqu'à 70% de consommation d'électricité sur nos bâtiments. Donc une action, une GTB liée à la ventilation chez nous, ça nous permet de gérer et d'abaisser les consommations jusqu'à 20% par rapport à d'autres établissements qui n'en ont pas.
On a de la vitesse variable, on a des détecteurs de présence dans les blocs opératoires pour abaisser la ventilation quand il n'y a personne. Voilà, ça fait partie des objets qui nous sauvent la vie et qui nous font faire énormément d'économies. Par contre, voilà, on est sur nos bâtiments de blocs opératoires, on répond à une classe A. Sur nos anciens bâtiments qui datent du XVIIe siècle, on est en classe C. Donc, officiellement, on a une GTB de classe C. Si on veut répondre à une classe A partout, ça nous représente un budget, je crois qui avait été fait à 300 000 € en plus, alors qu'aujourd'hui, on répond à des Decrebax. Donc, est-ce qu'on a la volonté aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'on a l'obligation? Non, on n'est pas obligé d'aller plus loin. On est certifié ISO 50001, donc on a aussi un logiciel de suivi énergétique, comme je l'avais présenté à Harry. Je vais pas m'éparpiller parce que c'est en plus du Decrebax. Il y a la plateforme Opérate qui est là pour les bâtiments tertiaires. C'est ça qui est l'outil du décret et qui vous fait répondre aussi. Si vous faites de vos déclarations en temps et en heure, vous répondez en partie à l'exigence de la loi Elan. Et donc, faisant vos déclarations sur la plateforme. C'est aussi sur cette plateforme-là que vous avez vos objectifs à atteindre, qu'ils soient en objectifs relatifs ou absolus. Si vous avez consommé 100 kWh par mètre carré par an, vous savez qu'en 2030, 2040, 2050, vous allez avoir vos objectifs en fonction de l'exploitation que vous avez du bâtiment. Si c'est une crèche, si c'est des salles de classe, si c'est une cuisine centrale, une blanchisserie, vous allez avoir vos objectifs en valeur absolue et en valeur relative qui vont vous être donnés. C'est toujours pareil, c'est à la carte, c'est lié à l'intensité d'usage, en fonction du tonnage de linge, en fonction de la quantité de plats préparés, en fonction du nombre d'enfants dans la crèche. Voilà, c'est toujours ces valeurs-là qui vont vous permettre de vous adapter sur le décret tertiaire. Sur les GTB qui sont aussi lourdes que celles-ci, on est en multimétier, donc on a aussi l'intrusion, on a le contrôle d'accès, on n'a pas de vidéosurveillance, mais on a toute la sécurité incendie aussi qui est connectée. Ça devient une usine à gaz. Si on prend le CH de Gournay qui travaille essentiellement sur le chauffage, la ventilation et un peu d'électricité sur la partie comptage d'énergie, c'est une personne qui se connecte dessus 2 à 3 fois par semaine et en cas de coup dur quand il y a des pannes qui sont signalées. Ça représente 4 heures de travail par semaine pour suivre une GTB de classe A qui vit bien, qui a en plus un contrat de maintenance pour réaliser une conformité au décret BAX, pour répondre à Opérate et aux exigences du décret tertiaire avec les objectifs d'économie d'énergie de 40, 50 et 60%. Si vraiment les calculs sont bons et que les estimations faites par les entreprises, surtout si on fait un contrat de performance énergétique à l'installation, c'est un outil qui est vraiment non négligeable. C'est les entreprises qui s'engagent sur les économies d'énergie réalisées. Donc c'est elles qui peuvent avoir des amendes, ou en tout cas qui vont payer la différence sur un oubli ou un raté des estimations. Ça peut être un peu plus cher, mais c'est une garantie de résultat. Peut-être d'autres sujets qui vont venir en fonction des questions que vous pouvez avoir. On va peut-être faire une pause là-dessus. Ouais, on avait une question qui remonte il y a 10 minutes déjà d'Aurélie Delaunay. La GTB cible principalement les modes de chauffage, mais étant obligé d'équiper nos installations électriques. Alors déjà, la GTB, elle cible pas forcément principalement les modes de chauffage, c'est juste que le chauffage, c'est le principal poste de dépense énergétique. Donc c'est évidemment celui-là qui va un peu prendre la plus grande partie aussi du suivi et sur lequel on va gagner beaucoup sur les économies d'énergie. Mais c'est pas que le chauffage. Et est-ce qu'on est obligé d'équiper nos installations électriques? Alors, sur un bâtiment neuf, il faut que tous les systèmes techniques, donc si on parle du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de la production d'eau chaude,
de l'éclairage, tout doit être embarqué. Par contre, sur un bâtiment existant, là, c'est tous les systèmes qui ont un taux de retour sur investissement inférieur à 10 ans. Je prends un exemple, c'est si vous avez déjà fait votre relamping et que vos éclairages ils sont déjà équipés de détecteurs de mouvement et de luminosité, concrètement, le relier à la GTB, vous n'allez rien gagner de plus et le coût de raccordement, il ne va jamais être amorti. Par contre, sur le chauffage, oui, vous allez pouvoir paramétrer les températures de consigne, mettre des plages horaires d'occupation par zone fonctionnelle. Et là, il y a évidemment beaucoup à gagner. Donc, ça dépend du taux de retour sur investissement, en fait. Sur un bâtiment existant, on peut avoir, on va avoir 5 ou 6 calculs différents du taux de retour sur investissement en fonction du système technique. Et si on est inférieur à 10 ans, alors on est obligé de relier à la GTB. Voilà, j'espère que ça répond un peu à la question. C'est important ce que tu viens de dire, c'est vraiment ça. On parle de ventilation, si on met de la variation de vitesse dessus, tout de suite on va faire des économies substantielles. Une CTA qui tourne 5 jours sur 7, 25 jours par mois, donc c'est le cas typique du tertiaire. Bah, si en plus on fait une régulation en fonction du CO2 ou juste une vitesse variable, mais adaptée à l'occupation, et donc avec détection de présence par exemple, on peut réduire la consommation de 60% sur une CTA. Donc en 10 mois, on peut amortir l'installation d'un variateur et d'une sonde de pression et d'une sonde CO2. C'est moins d'1 an de temps de retour sur investissement parce que ça consomme tout de suite énormément. Un variateur qui tourne à 50 Hz par rapport à un variateur qui tourne à 45 Hz, on peut faire un abaissement de consommation de 15%, 15 à 20%. Donc voilà, c'est non négligeable, mais c'est surtout sur les postes sur lesquels des petites actions ont des conséquences très très lourdes. Pour un bâtiment qui n'a pas de GTB, donc on considère en classe D, s'il veut passer à une GTB de classe C, ça va lui coûter, c'est estimé entre 15 et 25 € du mètre carré, pour des économies d'énergie de 5% à peu près. Si on passe en classe B, c'est de 25 à 35 € du mètre carré, pour entre 15 et 20% d'économie. Et une classe A, c'est 35-45 € du mètre carré, pour 20 à 30% d'économie. C'est des chiffres qui ont été donnés par des entreprises qui font de la recherche de C2E. Ça vaut, c'est un guide, c'est des ordres de grandeur. Plus le bâtiment est vieux, plus ça va être compliqué de répondre à une classe A. Plus il est récent, plus le temps de retour sur investissement va être dur à obtenir. Mais voilà, c'est des ordres de grandeur qui peuvent être gardés. Dans tous les cas, classe A et classe B sont éligibles au C2E, une classe C ne le sera pas. Après, il y a d'autres questions qui peuvent se poser. C'est par exemple, on a un système technique qui doit être accordé à la GTB. Donc, on va mettre en place l'installation d'une GTB. Est-ce que ensuite on rallonge de, je ne sais pas, je dis 10 000 € pour accorder l'éclairage, même si le TRI tout seul, il était supérieur à 10 ans, mais quitte à installer une GTB, est-ce qu'on ne vient pas greffer des autres systèmes dessus? Voilà, après, ça, c'est des discussions un peu qui sont propres à chaque projet. Mais voilà, on sait que si on doit installer une GTB, voilà, est-ce qu'on fait le strict minimum classe C? C'est franchement pas forcément conseillé parce qu'il faut garder en tête quand même que le décret tertiaire, il demande 60% d'économie en 2050. Et même déjà sur les 40% en 2030. Si vous mettez une GTB classe C, vous allez gagner 15%, ok. Mais derrière quoi? Pour aller chercher les petits pourcents pour être conforme au décret tertiaire, bah, faut peut-être se poser la question sur une vision à long terme. Ah bah oui, il faut peut-être une GTB classe B. Dès maintenant, ça permet de faire des gains plus importants qui vont être amortis sur un plus long terme, mais qui vont pouvoir répondre aux objectifs du décret tertiaire. C'est vraiment le décret tertiaire qu'il faut avoir aussi en tête quand on est sur ce type de projet. On n'est pas que sur un décret BAX avec un bâtiment. Il faut vraiment voir la vision un petit peu globale et un petit peu long terme. Parce que si vous faites un projet aujourd'hui de GTB
et que vous arrivez, j'ai dit, à 25% d'économie d'énergie en 2030, vous savez qu'il va falloir rallonger encore la même somme pour refaire un autre projet de GTB pour pouvoir se mettre en conformité au décret tertiaire. Et c'est quand même dommage de faire 2 fois le travail alors qu'il aurait pu être fait dès le début. Alors, Michael, on a d'autres questions ensuite avec votre prestataire. Quel type de maintenance? P2, P3? Ah bah, tu as répondu. Il y a de Voilà, tout. ouais, P1, P2, aujourd'hui, P3. justement, on a un contrat de type P1, P2, P3 sur le site de Charles-Nicolle, donc au centre-ville de Rouen. Le contrat arrive à échéance en 2030, si ma mémoire est bonne. Et on aura forcément un CPE par la suite. Enfin, en tout cas, on est en train d'étudier la solution d'un CPE, donc un contrat de performance énergétique pour accélérer la réponse au décret tertiaire. Donc là, on répond au décret BAX, mais il y a le décret tertiaire, donc avec les économies d'énergie réalisées, donc de jusqu'à 60% en 2050. Il faut qu'on se fasse accompagner, il faut qu'on fasse budgéter, il y a des choses qu'on peut pas faire parce qu'on n'a pas forcément le temps ou les moyens. Donc voilà, l'idée d'un contrat de performance énergétique peut nous aider à répondre au décret tertiaire. Et c'est ça aujourd'hui qui est en étude. Peut-être que le P1 sera supprimé. Vu qu'on est raccordé au réseau de chaleur, il n'y a plus forcément d'intérêt d'avoir un P1. Donc on va peut-être sortir du P1. Et ça me fait penser, là tu parles de réseau de chaleur, si vous êtes amené à changer un système de chauffage ou de climatisation ou de ventilation, peu importe, il faut bien penser à l'aspect GTB aussi. Il ne s'agit pas de remplacer une pompe ou une chaudière poste par poste. Il faut essayer d'anticiper les réglementations et notamment le décret BAX. Donc, on intègre de la GTB ou si la GTB est pas présente, que le système il puisse être lié très facilement à une GTB. Oui. Il faut que ce soit équipé pour. Ouais, exactement. Existe-t-il des comparatifs des différentes GTB fournisseurs? Je n'en connais pas de comparatifs. Les grands fabricants les plus connus, on a parlé de Siemens parce que c'est ce qu'on a, mais donc il y a Schneider, il y a Honeywell, il y en a plein qui font des grosses GTB multimétiers qu'ils appellent très souvent Hypervision. C'est souvent très complexe parce que ils sont capables de cibler du pharmaceutique, donc avec des exigences de réponse très importants, donc des paramétrages qui sont accessibles, etc. C'est pas forcément justifié. Et de plus en plus, du coup, eux-mêmes développent des GTB Lite, donc qui sont accessibles juste en web server, ce genre de choses. Alors, WIT, c'est réputé. Moi, je les connais pas. Je peux pas critiquer hein, parce que je ne connais pas. Ils sont répandus quand même. Donc, voilà. Je ne peux pas aller plus loin que ça dans ma réponse. Je connais pas. L'idée, c'est effectivement, quand on parle de comparatif, c'est par rapport à quelle situation. Donc, je reviens quand même à cette histoire d'état des lieux, de faire une analyse des équipements que vous avez actuellement, et puis effectivement, de pouvoir monter un cahier des charges pour comparer sur les mêmes besoins, les différents marques, fabricants et approches, en fait. Hein. C'est que c'est difficile. C'est pour ça qu'il n'existe pas de tableau comparatif, puisque ça va dépendre vraiment de ce que vous recherchez, ce qui est de vos besoins et de vos équipements actuels. Par contre, c'est vrai qu'il y a des systèmes qui sont... en fait, il faut s'appuyer aussi sur les points du décret. Hein. De base, enfin, je dirais aujourd'hui, tous les systèmes sont interopérables, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On a des sites aussi où ils sont clairement coincés, hein, avec des systèmes existants, une marque, et ils sont tributaires effectivement du fabricant. Là, aujourd'hui, ça ne serait plus le cas, on va dire, sur du système qui correspond au décret BAX. Donc, oui, pas si simple de comparer comme ça brut du matériel ou comme vous êtes peut-être démarché. Je pense que c'est peut-être le cas dans pas mal d'établissements par des fabricants. Oui, c'est quand même délicat de se dire oui, c'est une bonne approche ou pas. Ou, en tout cas, voilà. N'hésitez pas moi, je pense à passer quand même par un
un BE ou ce type de prestataire, quoi. Il y a plein de marques, il y a plein de solutions qui existent. Si vous n'avez pas de compétences, par exemple en régulation ou de connaissances en régulation, que vous n'êtes pas tenu vous-même de faire la mise au point sur les courbes de chauffe, etc., ça sert à rien, j'ai envie de dire, d'avoir un Desigo CC de chez Siemens ou un EBO de chez Schneider ou un Niagara ultra développé, ultra poussé ou un Panorama. C'est des coûts énormes parce que ça fait partie des GTB les plus chers qui ont des réponses. Par exemple, je pense à Panorama qui gère la redondance, qui gère la continuité de service. Voilà, c'est des fonctionnalités qui sont pas forcément très importantes, surtout pour du tertiaire. Je vais répondre aux deux questions, aux questions sur les réseaux filaires et les réseaux sans fil. Tant que faire se peut, préconiser le réseau filaire parce que c'est fiable, parce qu'il n'y a pas de coût de maintenance associé au changement des piles, par exemple. C'est plus cher à l'installation. Au niveau des réseaux sans fil, il y en a plusieurs, que ce soit du LoRa, LoRaWAN, Wireless MBus, Wireless, Endless Wireless. Il y en a plusieurs. Ils sont surtout utilisés pour faire de la lecture, peu conseillés pour faire du pilotage, parce que les consommations d'énergie sont décuplées. Aller lire une température, ça va consommer très peu parce qu'on va aller la lire toutes les demi-heures ou toutes les heures, ça suffit. Quand il faut commencer à piloter une vanne, là, il faut la piloter très souvent. Il faut lui envoyer la valeur de la température parfois parce que la régulation va être interne à la vanne, ou alors ça va être le changement de position qu'il faut piloter en permanence. Là, les coûts de maintenance vont être démesurés parce qu'on va utiliser la pile en 2 ans peut-être, ou peut-être un peu moins. Donc, c'est vraiment plutôt à suivre pour de la relève de température, de la relève de comptage. Si vous pouvez avoir des robinets, des têtes thermostatiques filaires, ça existe aussi. C'est plus cher à l'installation, mais c'est au moins un peu plus facile à maintenir. Il y a un point aussi pendant réseau, c'est le côté informatique. C'est bien d'avoir un réseau, alors filaire, effectivement c'est mieux, mais surtout dédié à la GTB. Et d'éviter de partager avec le réseau de votre bâtiment, le serveur interne et compagnie. C'est bien d'avoir 2 systèmes qui sont bien séparés. Ça, c'est à voir aussi tout ce qui est accès. Qui a accès? Est-ce que ça va être des solutions propriétaires? Est-ce que vous allez être propriétaire de l'équipement qui va être installé, des capteurs, des choses comme ça? Ou est-ce que ça va être un intégrateur? Ça, c'est des questions à se poser aussi qui sont complexes, qu'il faut un peu creuser des fois avec le système informatique aussi. Il faut faire discuter l'agent de maintenance des systèmes CVC avec un intégrateur, avec l'informaticien. C'est pas forcément simple, mais ça, c'est vraiment des questions à se poser qui sont hyper importantes. Ouais, c'est des choses à anticiper, oui, tout à fait. Parce que forcément, maintenant, tout est en IP. On parle d'interopérabilité. Donc, il peut y avoir plein de marques parce qu'il y a des marques qui sont très, très fortes et très compétitives sur de la régulation de pièce par pièce. Il y en a qui vont l'être plutôt sur la partie chauffage, d'autres sur la ventilation, d'autres sur le pilotage de l'éclairage. Donc, il faut interconnecter tout le monde. Donc, très souvent, le mieux, c'est d'avoir un VLAN dédié, donc un réseau virtuel dédié qui nous est donné par la DSI, enfin par les services informatiques. Maintenant, faites attention aussi au protocole de sécurité, parce que pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, on parle beaucoup de réseau BACnet dans les métiers du CVC. C'est un des réseaux, des protocoles de communication les moins sécurisés, même si ça évolue, ça fait partie des moins sécurisés. Donc, s'il y a un accès BACnet depuis l'extérieur, c'est une porte d'entrée potentielle pour les virus. Le groupe Lacroix, parce que Sofrel, hein, c'est un des plus connus, c'est une des filiales les plus connues du groupe Lacroix. Oui, c'est une bonne marque. Ils sont très très forts pour la télégestion à distance. Grâce aux cartes SIM internes aux automates. C'était ça leur point fort, hein, la gestion des stations d'épuration, notamment sur les exploitants et les agences de l'eau. Donc oui, c'est une bonne marque. C'était pas leur cœur de métier de faire du CVC, mais ils ont développé une gamme pour ça.
Et c'est une entreprise française, donc oui, c'est une marque qui est fiable et l'entreprise répond assez facilement. La réactivité est bonne. Ok, bon, s'il n'y a plus de questions, je vais reprendre la main et puis on va conclure. Ouais. Et puis s'il y a des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et on y répondra ultérieurement. C'est jamais trop tard. Alors, je vais revenir sur le réseau Reset. Donc, vous pouvez devenir membre si vous ne l'êtes pas déjà. Donc, pareil, vous aurez le lien. Vous avez le lien là sur le slide, mais vous l'aurez dans les documents qui vous seront envoyés. Donc, ça vous permet d'être informé des webinaires, d'autres webinaires qui auront lieu, voilà, d'avoir les outils à disposition, d'avoir nos actualités et également de participer à différents événements. Dans l'agenda à venir, on a notre collègue de l'agence BioBSC donc, qui anime 2 webinaires sur la restauration durable, l'alimentation durable, donc les 26 mars et le 2 avril. On a également 2 webinaires d'accueil des nouveaux membres du réseau Reset le 28 avril et le 30 juin. Et vous pouvez déjà sauvegarder la date pour ceux qui sont sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, le 1er octobre 2026, on aura la 4e journée régionale du réseau Reset à Dijon. Dans l'accompagnement qu'on propose, alors actuellement, il y a un AMI sur des postes de CTES, donc pour des établissements qui sont intéressés pour avoir un conseiller en transition énergétique et écologique en santé. Il y a des financements actuellement qui permettent d'avoir ce type de poste. On vous met également à disposition un logiciel de suivi des consommations d'énergie. Virginie, notamment, a fait un travail comparatif entre différentes plateformes, a négocié un tarif avantageux qui permet aux membres de Reset d'avoir une plateforme performante avec un appui du pôle énergie derrière s'il y a des problématiques, des questions pour l'utilisation de cet outil. On a également un programme d'économie d'eau et de réduction des micropolluants. Donc ça ne concerne pas toute la région, c'est uniquement le bassin Rhône-Méditerranée. Donc c'est toute la partie est de la région Bourgogne-Franche-Comté, où on a des aides disponibles sur des projets d'économie d'eau. Donc je vous laisserai aller voir les liens également. Et voilà, dernier petit slide. Si vous avez des idées, des besoins de thématiques à aborder sous forme de webinaire, sous forme d'atelier, je vous invite à flasher le QR code et à nous donner vos idées. Nous, ça nous permettra d'avoir une idée de connaissance ou de non-connaissance des établissements et de quelle façon on peut améliorer notre accompagnement. Et voilà, il vous proposer des ateliers, des sensibilisations, des webinaires sur des thématiques qui peuvent ressortir. Peut-être en complément, Antoine aussi, en préparation, là je suis sur le coup actuellement. Le 24 avril, on organise un webinaire sur le réemploi des matériaux dans le bâtiment. S'il y a des obligations aussi réglementaires dans le neuf et dans la rénovation significative. Donc, et puis aussi de mémoire le 11 juin sur les économies d'eau, si je ne me trompe pas, voilà, au niveau des dates. Donc voilà, pendant que vous rédigez vos besoins, sachez que sur le réemploi et l'eau, il y a aussi des temps dédiés d'ici cet été. Et sur notre site internet, vous trouverez tous les ateliers et tous les webinaires qui sont prévus au cours de l'année. Voilà. Et donc, vous retrouverez nos coordonnées, téléphone, contact, page Internet, page LinkedIn également, qu'on alimente régulièrement. Où on relaye donc nos actualités, mais également les actualités des partenaires, de l'ANAP, des autres régions, voilà, sur plein de sujets, des veilles réglementaires également. Vous trouverez plein d'informations dessus. Voilà, je remercie tous les participants. Mickaël, merci de ton intervention. Merci à tous. C'est Mickaël. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit.